Je pense que nous pouvons commencer. Alors, bienvenue à ce 4e IMAG sur l'action Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler du financement des pertes et des dommages. Je suis Maria Lucchini. Je travaille pour Climate Chance. Pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore, Climate Change, c'est une organisation internationale qui a été fondée en 2015, dont l'objectif est de rassembler tous les acteurs non étatiques reconnus par l'ONU, notamment les autorités locales, les industries, les ONG, etc., les différents acteurs, vous les connaissez, non étatiques. La mission principale, c'est de partager les informations que nous faisons au travers de notre portail. Nous analysons également les actions climat au travers de notre observatoire. Nous rassemblons les différents acteurs climat et nous organisons ces IMAG pour parler des actions climat en Afrique. La semaine prochaine, nous allons publier un magazine avec toutes les informations qui ont été partagées dans ces sessions et nous allons également partager avec vous sur YouTube. Nous allons également partager les replays. Pour notre session d'aujourd'hui, nous aurons quelques intervenants. Parmi eux, nous aurons comme d'habitude Mélène Wassasama qui travaille pour l'Observatoire de Climate Change. C'est lui qui est notre responsable du projet pour l'Afrique. Il va nous présenter aujourd'hui cette analyse sur les nouveaux fonds pour les pertes et dommages qui ont été annoncés lors de la COP27. Vous trouverez tous les détails sur notre site web. Nous enverrons également le lien que vous trouverez dans le chat. N'hésitez pas à regarder les informations dans le chat qui seront envoyées par les liens, etc. Alors ensuite, avec Mélène, nous aurons également un journaliste d'Afrique 21 qui s'appelle Boris Ngonou, qui parlera du sujet qui est notre sujet aujourd'hui, notamment sur les problèmes liés au fonds. Ensuite, nous aurons notre panel pour parler des différentes questions, ce qui reste notamment à faire pour l'adaptation des financements dans le contexte africain pour les pertes et dommages. Nous aurons premièrement Assaïdou Diagne, qui est responsable senior pour la Banque du développement, la Banque ouest-africaine de développement. Elle nous expliquera les différents fonds existants et les prochaines étapes pour accéder à ces fonds. Ensuite, nous aurons Compaoré Moumouni, qui est responsable pour Oxfam, qui va présenter également le travail d'Oxfam au Burkina Faso, les différents mécanismes, les différentes modalités pour répondre aux besoins des communautés. Ensuite, nous aurons Seydou Ouadrogo, qui est représentant de la Confédération pour le fossile et qui va partager son expérience sur les conséquences des pertes et des dommages. À présent, je pense qu'ils sont tous là. Je vais donner la parole directement à Mélène pour qu'il puisse nous présenter ses notes et ses réflexions et nous allons continuer ainsi. Merci. Merci Maria. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mélène Wassasama, chargée de projet Action Climat chez Climate Change. Et cet après-midi, je vais partager avec vous une analyse de l'Observatoire sur je partage d'abord le PowerPoint. Voilà, une analyse de l'Observatoire sur la question des pertes et préjudices. Nous sommes intéressés dans le cadre de cette analyse-là aux enjeux qui entourent le nouveau fonds, notamment sous le prisme des acteurs africains. Alors, depuis la COP27, on nous parle de la création d'un nouveau fonds qu'on nous présente globalement comme une réponse financière aux dommages causés par les changements climatiques. Mais ce fonds suscite également des interrogations pour les acteurs de l'action climat en Afrique, mais plus globalement pour tous les acteurs de l'action climat. Et parmi ces questions-là, il y a aussi cet aspect des étapes à franchir. Mais avant d'aller à ça, on peut déjà se demander ce qu'on entend par les pertes et préjudices. Alors, il y a une première définition académique qui voudrait que ces pertes et préjudices-là désignent
un ensemble de dommages qui sont causés par les changements climatiques anthropiques. Mais ce qu'il faut préciser ici, c'est que ces pertes et préjudices-là représentent les dommages, donc les conséquences néfastes des changements climatiques qui, même si on a des mesures d'atténuation et d'adaptation qui sont efficaces, surviennent toujours. Donc, en gros, ce sont des dommages, ce sont des conséquences néfastes qui sont en fait inévitables parce que l'humanité a déjà trop attendu avant d'adopter des mesures. Donc, en gros, ce sont des dommages, des conséquences qui résultent des inondations, des phénomènes tels que l'inondation, l'élévation du niveau de la mer et la sécheresse, par exemple. Euh, on identifie deux catégories de pertes et préjudices. Il y a ce qu'on appelle les pertes et préjudices économiques, donc qui désignent des conséquences néfastes, donc des changements climatiques auxquels on peut attribuer une certaine valeur monétaire. Par exemple, si aujourd'hui, on parle d'inondations de plus en plus, donc les inondations détruisent des maisons, détruisent des ponts, et pour reconstruire ces infrastructures-là, on peut estimer le coût. Donc là, on peut parler de pertes et préjudices économiques parce que les coûts sont estimables. C'est pareil également pour les cultures agricoles qui peuvent être détruites par la sécheresse ou les inondations aussi, donc, et qui entraînent des pertes de revenus qu'on peut également estimer en valeur monétaire. Alors, la seconde catégorie de pertes et préjudices, c'est celle qu'on qualifie de non économique parce que justement, les conséquences néfastes de ces changements climatiques ne peuvent pas être évaluées en valeur monétaire. Donc, il est difficile, par exemple, d'évaluer les atteintes à la biodiversité, d'évaluer un traumatisme psychologique que les populations peuvent subir à la suite d'une inondation, à la suite de la sécheresse, à la suite de la destruction des cultures agricoles. Et également, il est aussi difficile d'évaluer les pertes en vie humaine. Donc là, je pense que l'expression « la vie humaine n'a pas de prix » prend ici tout son sens. Alors, au-delà de cet aspect-là, il y a des études qui ont montré que globalement, le coût des pertes et préjudices aujourd'hui pourrait représenter entre 290 à 580 milliards de dollars par an d'ici 2030. Et si on va jusqu'à 2050, on peut les estimer à 1 million et 1 milliard 700, 1700 milliards de dollars US. Donc, au-delà de ça, on estime aussi que 97% des victimes des événements climatiques extrêmes se trouvent dans les pays en voie de développement, donc en Afrique. Et actuellement, on se rend compte aussi que dans le cas de ces pertes et préjudices-là, on pourrait recenser jusqu'à 86 millions de migrants climatiques internes à l'horizon 2050 en Afrique subsaharienne et 19 millions en Afrique du Nord. Et récemment, par exemple, on a le cyclone Freddy qui s'est abattu sur l'Afrique australe, qui a obligé environ 660 000 personnes à se déplacer. Donc là, on se rend compte que le continent africain est frappé de plein fouet par cette question des pertes et préjudices. Les populations subissent énormément, alors que, comme on le rappelle tout le temps, l'Afrique ne contribue que très peu aux émissions de gaz à effet de serre. Donc cela a suscité une réaction des pays en voie de développement, donc des pays africains, dans le sens où ils ont réclamé une indemnisation pour ces pertes et préjudices-là. Et cela a entraîné un long bras de fer qui a commencé en 2007 avec pour la première fois des réflexions sur la question. Ensuite, il y a eu à la COP19 en 2013 l'établissement du mécanisme international de Varsovie relatif donc aux pertes et préjudices qui allait permettre de renforcer la coopération et l'action autour des questions de pertes et préjudices. Après, en 2015, il y a une première victoire qui est le fait d'intégrer la question des pertes et préjudices à l'accord de Paris et donc d'ajouter un troisième axe, donc pertes et préjudices, aux deux autres qui étaient l'atténuation et l'adaptation. Mais là où il y a un échec, c'est que il n'y a pas eu la création d'un fonds comme les pays africains le réclamaient. Et à la COP26, il y a également un échec puisque, à nouveau, il n'y a pas de fonds, mais il y a seulement une mise en place d'un dialogue de Glasgow qui allait servir de cadre d'échange devant permettre de réfléchir aux solutions pour remédier aux pertes et préjudices. Et enfin, en 2022, récemment, donc, il y a l'annonce de la création du fonds pour les pertes et préjudices. Mais si on peut saluer la création de ce fonds-là, on peut également s'interroger sur plusieurs aspects qui restent encore assez flous parce que justement devant mener à l'opéralisation de ce fonds-là. Alors concrètement, de quoi parle-t-on? Une première interrogation, c'est celle de la source de financement.
pour alimenter le fonds. Actuellement, il y a plusieurs options qui sont envisagées. Donc, l'une d'elles serait au-delà des pays industrialisés qui contribuent, qui alimentent déjà le financement climatique, d'élargir la base aux pays émergents, donc entre autres l'Inde, la Chine, l'Arabie saoudite, le Qatar. Mais il faut noter qu'actuellement, il y a une opposition de ces pays-là qui estiment que pour l'instant, ils ne sont pas encore aptes, ou en tout cas, il n'est pas juste de les inclure. Une autre option qui est de plus en plus discutée est celle de recourir aux instruments fiscaux, donc les taxes. Par exemple, il y a l'idée de taxer, d'utiliser les taxes sur les billets d'avion ou sur les voyageurs fréquents pour alimenter le fonds. Une autre qui est de plus en plus évoquée, c'est celle de taxer l'extraction des combustibles fossiles. Alors, on sait, les études ont montré qu'environ 100 entreprises fossiles ont émis à peu près 50% des émissions de gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle. Donc, le but serait donc d'introduire une taxe qui, par exemple, si elle était évaluée à 6 dollars la tonne, pourrait rapporter jusqu'à 150 milliards de dollars US qui pourraient alimenter le fonds. Donc là, c'est vraiment des pistes qui sont envisagées, mais pour l'instant, rien n'est arrêté. Une autre interrogation est celle de l'éligibilité ou en tout cas des pays bénéficiaires de ce fonds-là. Alors, jusque-là, tous les pays en développement sont a priori éligibles. Bien sûr, il y a encore des discussions, il y a des tiraillements. Par exemple, il y a eu une première proposition des pays industrialisés de limiter uniquement l'accès de ce fonds-là aux pays les moins avancés et surtout aux pays les plus vulnérables. Mais il y a eu encore une fois une opposition de la Chine et du G77. Mais là où ça risque de coincer, c'est de savoir ce qu'on entend concrètement par les pays vulnérables. Donc, qu'est-ce qu'on met dans la vulnérabilité climatique? Et la question de la définition de cette notion-là et même du seuil reviendra encore une fois sur la table des négociations. Une autre interrogation, c'est celle des modalités d'accès au fonds. Alors, à ce niveau, il n'y a encore rien d'officiel, mais ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il y a un comité de transition qui a été mis en place à la COP27, donc qui a pour mandat de faire des recommandations qui vont structurer la gouvernance du fonds et également les modalités d'accès. Donc, ce groupe de travail-là, enfin, ce comité de transition a déjà commencé à travailler. Il y a eu une première réunion en mars dernier qui a permis de mettre en place un plan de travail qui va conduire progressivement les travaux de ce groupe jusqu'à la COP28. Alors, au-delà de ça, ou à partir des éléments des interrogations, on peut donc se demander finalement quelles étapes restent à franchir puisqu'il y a tous ces éléments-là qui ne sont toujours pas encore éclaircis. Alors, nous avons identifié plusieurs rendez-vous dans l'agenda international. Le premier, c'est, comme je l'ai mentionné notamment, le comité de transition qui est mandaté pour définir les modalités de fonctionnement de ce fonds-là, qui a déjà eu une première réunion. La prochaine sera un atelier de travail qui aura lieu sur la gestion des pertes et dommages en fin avril, donc le 29 et 30 avril en Allemagne. Et dans le cadre de cet atelier-là, il y a déjà eu un appel qui a été lancé, mais qui est déjà clôturé sur la soumission de cas d'études sur les financements des pertes et des pertes et dommages. Donc là, pour cet appel-là, c'est déjà clôturé, mais je pense qu'il y aura de nouveaux appels qui seront lancés. Un autre rendez-vous identifié comme très important dans ce processus-là, c'est le sommet de Paris qui avait été annoncé par le président Macron à la COP27, donc qui va porter sur le nouveau pacte financier. Donc, c'est aussi en juin 2023, donc du 22 au 23. Et ce sommet-là va permettre de discuter à la fois, encore une fois, du fonds de pertes et préjudices, mais plus globalement, des nouveaux moyens de financer la lutte contre les changements climatiques. Un autre rendez-vous également en juin, dans la même période, donc, c'est le dialogue de Glasgow que j'ai évoqué notamment, qui est aussi un cadre de réflexion sur les moyens de remédier à la question des pertes et préjudices, qui se tiendra du 7 au 11 juin 2023 à Bonn également. Et enfin, on a la session intermédiaire de Bonn qui aura lieu aussi dans la même période, donc du 5 au 15 juin, et qui va donc servir de cadre officiel de négociation devant conduire à la COP28. Donc, au regard de tous ces éléments-là, on se dit donc que le processus est encore long et qu'il y a bien évidemment des difficultés qui sont à prévoir. Ce qu'il faut ajouter, c'est que Aïssatou reviendra d'ailleurs sur les difficultés à prévoir et donc
ce que je viens de présenter ou les éléments sont résumés dans une note d'analyse qui est publiée sur notre site Internet. Donc, vous allez sur le site Internet de Climate Change, vous verrez sous l'onglet « Comprendre » l'espace réservé à l'Observatoire Afrique et vous verrez toutes les publications que nous avons déjà produites et celles à venir. Merci. Thank you, Mélène, for this introduction. Merci Mélène pour ces paroles d'introduction et pour cette bonne présentation. Merci de nous avoir donné un contexte autour de cette question. Si vous avez des questions à poser à Mélène, n'hésitez pas à les poster par le chat. Nous aurons un temps de questions-réponses à la fin de notre session. N'oubliez pas que les notes dont Mélène a parlé sont diffusées sur notre site Internet. Vous pourrez les trouver, les consulter à tout moment. Également d'autres notes concernant les initiatives de la COP27. Vous trouverez le lien dans le chat de cette session Zoom. À présent, nous avons une autre partie avec une autre intervention d'Afrique 21. C'est un plaisir de vous recevoir. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les nouveautés en matière de financement climatique en Afrique et sur les lacunes du fonds de la COP27? Merci, Boris. Ok, merci et bonjour à tout le monde. En fait, ce que je vais présenter ici, c'est comme vient de le signaler la modératrice. On vous entend pas très bien, ça coupe un peu. Ça coupe beaucoup même. L'actualité concernant l'actualité liée au fonds nécessaire au financement des pertes et dommages pour le cas particulier de l'Afrique, donc qui est notre territoire de traitement de l'actualité liée à la protection de l'environnement au quotidien. Donc, il faut commencer par noter que la question des pertes et dommages est évoquée depuis plusieurs années maintenant, mais l'acte historique qui apporte vraiment un acte officiel à cette notion de perte et dommages a été posé lors de la COP27 qui s'est tenue l'année dernière en COP27 où justement la notion des pertes et dommages donc reste à définir, comme le faisait savoir Mélène, intervenant Mélène tout à l'heure, Mélène Wassa, justement les contours, les modalités qui vont justement définir la gestion de ce fonds-là dans les années à venir. Donc, et à cet effet, les participants à la COP27 ont mis sur pied une commission de transition qui va œuvrer justement à l'élaboration des différentes modalités d'accès au fonds sur les pertes et dommages. Et on aura justement ample information là-dessus lors de la COP28 prévue en 2023, donc cette année à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cependant, il faut noter que pendant que les dirigeants du monde réfléchissent justement au financement des pertes et dommages dus au changement climatique, eh bien, le phénomène s'exacerbe sur le terrain, notamment en Afrique, qui est présentée comme la région du monde la plus vulnérable au réchauffement climatique. Eh bien, selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 100 millions de personnes seront menacées par le réchauffement climatique d'ici à 2030. Et à environ 2 mois de la COP27 des Nations Unies, un rapport intitulé Climate Policy Initiative, voilà, mettait déjà la pression sur les pays riches, c'est-à-dire les pays développés, sur la nécessité d'accroître les financements climatiques en faveur d'une région comme l'Afrique. Et à cet effet, le document justement sur cette pression-là, a été publié le 11 août 2022 à Londres, au Royaume-Uni,
Et le dit document indique que l'Afrique est vraiment marginalisée en matière de finances climatiques à travers le monde, car le continent ne reçoit que 12% du financement dont il a besoin pour gérer l'impact du changement climatique. Tenez par exemple, en 2020, le continent a reçu 29,5 milliards de dollars contre les 250 milliards de dollars nécessaires et précisés dans les contributions déterminées au niveau national, les CDN. Donc, dans son rapport sur les perspectives économiques en Afrique pour le cadre de l'année 2022, la Banque africaine de développement a pour sa part indiqué que la transition verte en Afrique nécessite la mobilisation des ressources très importantes, entre 1300 et 1600 milliards de dollars sont donc nécessaires sur la période allant de 2020 à 2030. Cela est nécessaire justement pour la mise en œuvre de l'action climatique telle que exprimée dans les différentes contributions déterminées au niveau national des États africains. Ce que fait savoir la Banque africaine de développement, eh bien, sur ce montant qui varie entre 1300 et 1600 milliards de dollars, la partie nécessaire pour le financement des pertes et préjudices sur le continent africain se situe dans l'intervalle allant de 289 à 440 milliards de dollars. Là, ce sont les perspectives, je veux dire les prévisions établies par la Banque africaine de développement. Et à cet effet, l'institution financière panafricaine entend mobiliser, suivant ces prévisions, entend donc mobiliser 127,2 milliards de dollars par an auprès de ses différents partenaires, les partenaires régionaux et même les partenaires internationaux, pour essayer de renforcer ou alors essayer de combler le déficit de flux de financement climatique dont a besoin le continent africain pour engager une véritable transition écologique. Vous savez, l'Afrique aujourd'hui, au cœur des débats liés au changement climatique, se considère un peu comme la victime, ou alors est victimisée, ou alors même se considère comme le paria justement de la finance climatique à travers le monde. Il y a là une question de justice climatique et la mise au devant de la scène des questions liées ou alors de la nécessité du financement des pertes et préjudices donne donc au continent africain l'opportunité justement de se démettre de cette situation d'injustice climatique et donc d'accéder à davantage de fonds, de financement pour lutter, pour s'adapter au réchauffement climatique. Vous savez, les États en Afrique, au sud du Sahara notamment, sont déjà interpellés sous pression par les fonds nécessaires aux questions liées à l'éducation, aux questions liées à la santé et même aux questions liées à la nutrition. Ce qui fait que cette tension de trésorerie ne les permet pas toujours de trouver les fonds nécessaires aux questions d'adaptation au réchauffement climatique. Merci. Merci beaucoup, Boris. Bonjour tout le monde. Merci pour cette sélection à vous partager dans la discussion et que vous recevrez aussi grâce au magazine de l'IMAG qui sera publié jeudi prochain. Donc, ce que vous nous avez dit, ça montre bien et ça rejoint aussi un peu l'introduction qui a été faite par Mélène du fait que certes cette potentielle création de fonds, ça peut être une bonne nouvelle, mais c'est pas forcément suffisant en tant que tel pour répondre aux besoins des acteurs sur le terrain. Et donc, en partant de là, on a décidé de se demander quel chemin il reste à parcourir pour un financement juste et adapté des pertes et dommages en Afrique. Donc, pour apporter des réponses à ce questionnement, nous allons accueillir plusieurs intervenants.
Et on va commencer par accueillir une partenaire de la Banque ouest-africaine de développement, Aïssatou Diagne, qui est chargée de mission changement climatique senior. Et pour information, la Banque ouest-africaine de développement coordonne le Centre régional de collaboration de Lomé avec ONU Climat. Aïssatou, quelles sont les prochaines étapes à mettre en œuvre? Quels sont selon vous les enjeux et les difficultés qui sont soulevés par ce fonds? Merci. Merci Chloé, bonjour tout le monde, ou bonsoir, dépendamment de où vous vous trouvez. Donc, je ne vais pas revenir sur les définitions des pertes et dommages ou pertes et préjudices dont Mélène a déjà parlé et également dont Boris a déjà parlé. Moi, je voulais juste revenir sur le fait que c'est important pour nos pays de bien faire la différence entre perte et dommage et adaptation. Parce que pour l'instant, on travaille beaucoup sur les aspects adaptation et les aspects atténuation du changement climatique. Mais c'est important aussi de comprendre que les pertes et dommages, ça va être tous les coûts de réparation après les dégâts qui vont être liés au changement climatique. Donc, Mélène en a parlé un peu, toutes les pertes qui vont être liées à des décès, par exemple, des pertes de culture, etc. Et puis qui sont dues à des phénomènes météo extrêmes et à des phénomènes d'exposition assez importants. Et donc, quand on regarde un peu, quand on compare un peu pertes et dommages et adaptation, l'adaptation, ça va être surtout de réduire l'exposition de ces vies-là et de ces moyens de subsistance, et puis d'essayer de trouver des solutions à ça en mettant en place des nouvelles technologies, des meilleures pratiques intelligentes face au climat, par exemple, ou bien des infrastructures qui seront un peu plus adaptées. Donc, Mélène a un peu parlé de ce qui a été fait durant la COP 27, avec la mise en place donc, de ce comité de transition-là qui va être chargé de développer des nouvelles modalités de financement, qui va être chargé de mettre en place ce nouveau fonds-là et de l'opérationnaliser. Mais comme il l'a dit, il y a des choses à faire. Il reste normalement, il y a pas mal de réunions qui vont être faites d'ici la COP 28. Et également, durant cette COP 28-là, on va devoir adopter donc, ces nouveaux arrangements de financement et puis conclure les travaux de ce comité. Mais il est également prévu que ce comité-là prenne en compte en fait, les activités, les discussions qui seront faites durant même les prochains dialogues de Glasgow, même ceux de 2024. Donc, ça veut dire que ce fonds-là ne sera pas opérationnel tout de suite. Donc, moi, ce que j'aimerais juste que les pays africains comprennent aujourd'hui, c'est que quand on regarde un peu ce qui a été fait avec les fonds précédents, on en parlera tout à l'heure, ça a mis du temps en fait, à être opérationnalisé. Donc, ça veut dire que ce fonds-là ne sera pas à la COP 28. Peut-être on n'aura pas tout de suite un fonds opérationnel avec une gouvernance, avec un moyen de fonctionnement, avec des fonds disponibles également, parce que même les montants à allouer à ce fonds-là ne sont pas encore définis. Donc, tout ça, ça va être un processus, mais c'est déjà une bonne chose. Mais ce que j'ai noté comme principale difficulté ou potentielle, je dirais, difficulté pour la mise en œuvre de ce fonds-là, ça va être déjà d'identifier ou d'évaluer les vulnérabilités des pays, qui est plus vulnérable et qui ne l'est pas. Parce que comme on l'a dit au départ, on voulait que ce fonds-là soit principalement pour les LDC et les pays, donc les pays les moins avancés et les petits États insulaires. Mais du coup, les autres pays en développement ont également dit que non, nous également, on subit les changements climatiques, donc on devrait pouvoir bénéficier de ce fonds. Donc ça veut dire qu'au moment où il faudra distribuer, entre guillemets, les ressources de ce fonds-là, il faudra évaluer les niveaux de vulnérabilité des pays parce que ce ne sont pas les mêmes. Il faudra identifier les types de pertes et dommages qu'on définit. Il faudra définir l'horizon temporel qui sera pris en compte. Est-ce que c'est des pertes et préjudices qui seront immédiats ou qui ont commencé il y a quelques années, etc. Tout ça, ça sera des choses à prendre en compte. Il faudra les classifier en termes de, pas d'importance, mais en termes d'impact, je dirais, de ces pertes-là. Il faudra bien différencier l'adaptation et les pertes et dommages. Il faudra évaluer la compensation financière qui va être apportée. Et également évaluer tout ce qui est service écosystémique. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que disait tout à l'heure Mélène en parlant de pertes ou bien de préjudices en matière de biodiversité, par exemple. Ça va entraîner des problématiques en matière de services écosystémiques. Mais comment est-ce qu'on va évaluer ces aspects-là?
Ça aussi, ça va être une problématique. Et également l'alimentation de ce fonds-là qui peut être une difficulté potentielle parce que du coup, on voit qu'on a d'autres fonds qui existent et qui, notamment le Fonds vert pour le climat, pour lequel on avait essayé de mettre beaucoup de ressources financières. Mais est-ce que l'alimentation de ce nouveau fonds-là, est-ce que ça ne risque pas pour les pays en développement? Est-ce qu'ils ne risqueraient pas de se dire non, on donne déjà beaucoup au Fonds vert pour le climat, donc non, pour ce fonds-là, je vais donner un peu moins, etc. Est-ce que ça ne risque pas d'être un problème? Donc, c'est quelque chose également qu'il faut qu'on ait à l'esprit. Pour les enjeux, je pense que tout à l'heure, Boris en a parlé un peu avec les besoins de financement. Donc, il y a d'énormes besoins de financement du changement climatique. Et on a vu que l'Afrique ne reçoit que 12%, il l'a dit, de ces ressources-là. Donc, il faut une attention particulière et également que nos négociateurs partent avec cela en esprit pour que lors de la COP28, qu'ils aient ça à l'esprit et qu'ils puissent négocier également des choses encore plus intéressantes. Donc, il faudra que l'attention soit portée pour les pays africains également sur la génération et l'exploitation de données scientifiques dès maintenant. Je pense que les pays doivent commencer dès à présent à faire des analyses de la vulnérabilité, à définir leur niveau d'exposition parce que c'est des choses qui vont être demandées. Donc, il faudra que ça soit des données scientifiques claires et vérifiables sur la base d'analyses et autres. Il faudra que ces pays-là, également nos pays africains, identifient les pertes et dommages et commencent à les évaluer dès maintenant pour qu'il ne nous arrive pas la même chose. Donc, apprendre un peu de l'expérience des autres fonds, c'est-à-dire qu'il ne nous arrive pas la même chose lorsque le fonds sera opérationnel, qu'on soit un peu à la traîne et qu'on n'ait pas les études qu'il faut, qu'on perde du temps à devoir faire les études ensuite, etc. Et puis, on peut perdre beaucoup d'années à essayer de faire ces éléments-là. Il faudra commencer dès maintenant également à renforcer les capacités des acteurs en amont, impliquer le secteur privé et la société civile dans le développement, la génération de projets pertinents et bancables, parce que c'est cette problématique-là qu'on a actuellement avec les fonds climat qui existent, on en parlera tout à l'heure, qui représentent donc pas mal de difficultés d'accès à ces financements-là, parce que les acteurs n'ont pas forcément les capacités pour développer des projets bancables. Et donc, ça, c'est des choses qui peuvent mettre du temps à mettre en place. Donc, voilà globalement ce que je voulais dire sur cet aspect. Merci. Merci. Et on a commencé un peu à évoquer cette question-là des difficultés de l'accès au financement pour les acteurs africains en particulier, et notamment les acteurs locaux. C'est une problématique qui revient régulièrement et que nous, on a l'habitude d'aborder, quels que soient les secteurs. Quels fonds déjà existants sont mobilisables par les acteurs africains? Comment y accéder? Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cet aspect-là? D'accord. Donc, bon, on n'aura pas le temps peut-être d'aller dans le détail de tout ça, mais juste globalement, vous parlez des 3 gros fonds. Donc, il y a quelques guichets qui existent, il y en a d'autres. Il y a également des fonds bilatéraux qui peuvent exister. Donc, globalement, on a le premier fonds, donc c'est le Fonds pour l'environnement mondial qui avait été mis en place en 91 par la Banque mondiale et qui finance un peu la perte de biodiversité, le changement climatique, la dégradation des terres et autres. Ensuite, on a le Fonds pour l'adaptation qui a été créé en 2001. Donc, c'était la décision de créer ce fonds-là. Et c'est en 2007 que le fonds a été lancé officiellement. Et ce n'est qu'en 2010 que les premiers projets ont été financés. Donc, on a presque 10 ans avant l'opérationnalisation en tant que telle du fonds. Et ce fonds-là ne finance que l'adaptation. Ensuite, on a le Fonds vert pour le climat. Donc, en 2010, il y avait la décision de créer ce fonds-là. Et on avait également créé un comité comme on l'a fait actuellement pour ce fonds pour les pertes et préjudices. Et en 2011, on a créé donc la gouvernance du fonds. En 2012, il y a eu les premières réunions du conseil. Et puis en 2014, il y a eu les principes, les guides également de mise en œuvre. Et puis les premières décisions d'investissement et d'accréditation d'institutions n'ont démarré qu'en 2015. Donc on a presque 5 ans également entre la décision de créer le fonds et l'opérationnalisation en tant que telle. Et puis, les premières années de mise en œuvre complète, c'était vraiment 2016. Et ce fonds-là finance et l'adaptation et l'atténuation. Donc, la principale difficulté d'accès à ces fonds-là, c'est déjà, pour les modalités d'accès à ces fonds-là, déjà, c'est de développer des projets. On ne peut pas accéder à ces fonds-là sans développer de projets. Il faut identifier des agences accréditées, donc comme la Banque ouest africaine de développement, la BOAD accréditée à ces 3 fonds. Ces fonds-là ne passent que par des institutions accréditées pour
faire passer leurs ressources financières parce que ces agences accréditées-là sont des institutions pour qui les ressources ont été, les procédures ont déjà été vérifiées. Donc, les principales difficultés pour les organisations décentralisées, les acteurs décentralisés, les ONG, c'est surtout de pouvoir rédiger des projets aux standards définis, des projets en anglais si c'est dans un pays francophone, ça aussi, ça pose problème généralement, d'avoir une bonne transparence dans le reporting technique et financier pendant la mise en œuvre du projet, parce qu'il faut avoir pas mal de procédures de reporting, que ça soit technique et financier, qui peuvent être très compliquées quand on est une petite organisation ou une petite association, etc., ou une petite ONG, ou qu'on n'a jamais vraiment eu à mettre en œuvre de gros projets. Également, l'autre problématique qui se pose, c'est que les projets proposés par ces acteurs-là, c'est souvent des projets de petite taille. Au niveau du Fonds vert pour le climat, c'est souvent des projets minimum 10 millions de dollars. 10 millions de dollars dans nos pays, ça fait beaucoup pour une petite organisation paysanne, par exemple. Donc, ça peut être de très petite taille et donc ne pas forcément intéresser ces fonds-là. Donc, il faudrait essayer de penser à des projets de plus grande envergure et puis qui puissent concerner plusieurs localités. Il y a également la méconnaissance de l'existence de ces fenêtres de financement-là, parce que généralement, on vient souvent chez nous en disant « Ah, on ne savait pas que ça existait, on ne sait pas comment y accéder ». Et également, il faut être très proche des autorités désignées parce que c'est ces personnes-là, au niveau des ministères de l'Environnement en général, qui endossent les projets. Donc, il faut être sûr également que ces projets qui seront développés entrent dans les obligations, dans les priorités de l'État dans lequel nous sommes. Et puis, il y a pas mal d'études préalables également pour le développement de projets. Ça aussi, c'est très coûteux. Et donc, on le fait alors qu'on ne sait même pas encore si le projet va être approuvé. Donc, on a des études d'impact à faire, des analyses de la vulnérabilité, toutes ces choses-là, l'analyse des risques à faire. Et tout ça, on le fait avant même d'avoir le projet approuvé. Donc, ça peut être également très coûteux. C'est pour ça que la Banque ouest-africaine de développement a mis en place ce qu'on appelle le fonds études climat pour accompagner les porteurs de projets et puis pour essayer de financer un peu toutes ces études préalables avant le développement du projet, qui accompagnent un peu le développement du projet avant l'approbation. Et puis, il y a également, il faut le dire, le manque de capacité technique pour monter des projets bancables. Donc, du coup, il faut beaucoup travailler sur le renforcement de capacité de ces acteurs-là et puis voir avec eux comment est-ce qu'on peut les accompagner pour développer ces projets. Donc, globalement, les principales modalités d'accès à ces fonds-là, c'est ça. Donc, identifier les agences d'accréditation et puis les approcher pour que ces entités-là accompagnent les porteurs dans le développement de projets. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup Aïssatou pour ces éclairages qui étaient très très clairs. On vous a mis aussi, pour ceux qui sont situés dans la zone UEMOA, l'adresse email du RCC Lomé à laquelle vous pouvez écrire. Dans le cadre des différentes activités qu'on mène, on a beaucoup parlé de toutes ces choses-là, d'un accès plus juste, plus inclusif au financement. Et les pertes et dommages échappent pas à ça non plus. Moumouni Kompaoré, vous êtes chargé de plaidoyer pays pour Oxfam au Burkina Faso et vous avez beaucoup travaillé sur cette question-là, notamment au niveau du Burkina et aussi pour préparer les différentes négociations internationales, toujours avec un lien avec les acteurs de terrain. Est-ce que vous pouvez nous partager les enseignements clés de votre travail sur les mécanismes et les modalités de financement, justement pour pouvoir répondre aux besoins des communautés? Merci. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Très rapidement, Oxfam Burkina Faso travaille autour de 3 programmes et notre action climatique est beaucoup focalisée dans le programme construction de la résilience, plutôt moyen d'existence et chaîne de valeur. Et donc, au-dessus de ces 3 programmes, il y a l'unité influence politique et connaissance qui essaie d'organiser le travail d'influence et de plaidoyer sur plusieurs thématiques, voilà, sur l'ensemble des 3 programmes. Et nous travaillons beaucoup sur le plaidoyer pour la justice climatique et notamment, nous sommes beaucoup focus sur le financement climatique et sur les pertes et préjudices.
L'année passée, nous avons publié 2 rapports. Un premier rapport en Afrique de l'Ouest qui fait plus ou moins un état des lieux sur le financement climatique dans 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina. Et nous sommes en train de publier un rapport sur les financements climatiques au Burkina Faso et les obstacles rencontrés par les communautés pour y accéder. Donc, très rapidement, par rapport à notre travail d'influence et de plaidoyer sur les pertes et préjudices, sur le fond des pertes et préjudices, il faut noter que depuis maintenant 3 ans, comme Aïssata l'a dit, il faut dire que dans nos pays, il y a un petit souci lié aux études et aux recherches hein, sur les vulnérabilités voilà, climatiques et sur notamment l'évaluation des pertes que les pays en question subissent chaque année. Donc, ce que nous essayons de faire depuis ces 3 dernières années, nous faisons ce qu'on appelle le collecte de récits de vie sur les petits préjudices auprès des petits producteurs et des agriculteurs pour essayer d'évaluer, non seulement prendre en compte leur récit, leur histoire de vie, parce que très souvent, soit elles perdent la totalité de leur production agricole ou parfois des animaux, parfois même quand ce sont les inondations, il peut aussi arriver qu'il y ait des pertes en vie humaines. Donc, nous essayons de documenter ça à travers des récits et que nous essayons aussi, en plus, à partir de ces récits, nous essayons de créer des cadres de dialogue avec le gouvernement pour mettre en contact ces personnes-là, la société civile et le gouvernement pour discuter ensemble, pour non seulement contextualiser la question des petits préjudices au niveau national, mais aussi identifier des voies de financement qui soient appropriées et équitables pour les communautés. Et comme vous le savez, nous sommes beaucoup orientés sur 2 principes hein, lorsque nous faisons notre travail d'influence sur les PET ou sur le financement de façon générale. Il y a le principe du pollueur-payeur qui est un élément fondamental dans notre action de plaidoyer. Pour nous, on a toujours pensé que peu importe le type de financement, il faut que ça soit axé ou basé sur la responsabilité historique des pays développés. J'ai vu que Mélène a rappelé plus ou moins les difficultés liées aux sources de financement, mais pour ce volet, nous pensons qu'il faut toujours rester dans cet esprit qu'il y a des personnes qui sont victimes des effets du changement climatique par l'action, en tout cas par la responsabilité d'un certain nombre de pays qui doivent aussi contribuer à la réparation. L'autre principe sur lequel nous travaillons et que nous essayons vraiment de faire avancer, c'est beaucoup plus sur les questions d'équité. D'équité par rapport à l'accès au financement climatique. Nous pensons que si avec les fonds qu'il y a, que ce soit le fonds d'adaptation, le FEM et autres, si vous essayez d'échanger avec les bénéficiaires, notamment les États qui en principe doivent bénéficier de ces fonds, soit ils évoquent les questions d'accessibilité, des modalités, des fonctionnements assez lourds qui prend beaucoup de temps pour pouvoir débloquer les ressources et autres. Pour nous, le futur mécanisme des petits projets doit être beaucoup orienté doit vraiment apprendre beaucoup des insuffisances des fonds existants déjà. Donc, il faut que le fonds soit accessible aux communautés à la base. Nous prenons toujours l'exemple hein, du fonds de réparation des dégâts causés par les animaux sauvages qui existe au Burkina Faso, qui est implémenté par le gouvernement, qui est un fonds beaucoup axé sur les communautés parce que quand le préjudice ou peut-être l'incident arrive suite, par exemple, à un dégât causé par un animal sauvage, par un animal protégé, il y a un mécanisme qui est systématiquement mis en place pour réparer la victime, qui très souvent sont des paysans, des agriculteurs et autres. Pour nous, il faut aussi que le futur fonds sur les petits préjudices puisse aller vraiment dans ce sens pour mieux prendre en compte les préoccupations des communautés et vraiment dans l'esprit de réparation. Il faut que ce soit vraiment, c'est vrai que ça pose une question de responsabilité, mais il faut que cela soit perçu sous l'angle de la réparation. De la réparation, cela sous-entend qu'il faut qu'elle puisse évoluer les pertes au niveau local. Il faut aussi qu'il y ait un mécanisme pour apprécier le montant de la perte et bien sûr viendra la réparation. Donc, ce que nous faisons, je disais tantôt que nous faisons des conférences pour mettre en contact le gouvernement et les acteurs pour dialoguer et dégager des solutions.
Et l'année passée, nous avons fait une conférence nationale consultative sur les pertes et préjudices avec le gouvernement, la société civile et les paysans, et que nous avons abouti à une note de plaidoyer qui demandait déjà qu'il soit mis en place un fonds pour le financement des pertes et préjudices, mais aussi que cela soit assorti vraiment, que cela prenne en compte les préoccupations des communautés. Autre chose que nous faisons, ce que nous envisageons, nous sommes en train de vouloir faire, c'est de voir avec le gouvernement comment on fait une étude nationale évaluative pour non seulement prendre en compte les aspects de vulnérabilité, parce que c'est ce qui manque très souvent, et c'est entre autres l'une des actions inscrites dans notre plan, dans notre stratégie de plaidoyer pour 2023. Il y a aussi le renforcement des mouvements et la connexion entre les activistes climatiques pour diffuser et partager ces points de demande que nous formons, comme la caravane que nous avons organisée en 2022, la caravane africaine pour la justice climatique, qui a drainé plusieurs milliers de jeunes. Et pour nous, ce sont des occasions pour nous de faire porter ces demandes-là par les communautés, par les plus intéressés, les femmes et les jeunes. Donc, voici un peu de façon sommaire et plus globale ce que nous faisons au Burkina Faso sur la question des pertes et préjudices. Merci beaucoup, Mouini. C'était très clair, cette diversité d'activités. Et je trouve ça très intéressant, ce que vous avez dit, l'importance en fait des récits. Et après, bien entendu, il faut que ça soit évalué, qu'il y ait des dialogues au niveau local, puis au niveau national, pour que ça remonte ensuite au niveau de ces fonds-là qui sont plus décidés au niveau intergouvernemental, finalement. Et la caravane du climat, c'était une très belle initiative. On a dit certains protagonistes pendant le dernier sommet Climate Change à Dakar, et j'encourage les personnes qui ne connaissent pas à aller se renseigner parce que c'était une super méthode qui a eu lieu dans vraiment beaucoup de pays. Donc c'était très intéressant en préparation de la précédente COP, du coup. Pour faire le lien un peu plus justement avec ce qu'on a mentionné, ces personnes-là qui subissent les pertes et dommages, notamment dans le secteur agricole, on a invité Seydou Ouedraogo à nous rejoindre aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez réussir à prendre la parole ou pas, si votre micro fonctionne. Si oui, c'est le moment de l'activer. Est-ce que vous nous entendez, Seydou? Est-ce que vous êtes toujours là? Je crois que votre micro est activé, peut-être, mais on ne vous entend pas pour l'instant. Je crois qu'on a un petit problème de connexion. Seydou Ouedraogo, il est représentant de la Confédération paysanne du Faso, avec laquelle a travaillé notamment Moumouni sur cette question des pertes et dommages. Et on voulait qu'il vous partage un peu justement ce récit-là sur les implications matérielles, économiques, mais aussi psychologiques des pertes et dommages qui peuvent entraîner des dégâts, comme ça a été mentionné, plutôt que ce soit des pertes agricoles ou aussi des pertes humaines. Mais je pense que malheureusement, on ne va pas réussir à lui donner la parole aujourd'hui parce qu'il y a un problème de micro. On va certainement à la place, en attendant, vous projeter une petite vidéo qui a été réalisée par Oxfam aussi, sur cette question-là des pertes et dommages. Donc la vidéo, elle est sous-titrée en anglais, mais on les trouvait quand même très intéressantes. Donc on va en projeter une et ensuite on passera aux questions-réponses. Et c'est d'où vous pouvez peut-être nous écrire dans la discussion si jamais vous êtes là, si jamais ça fonctionne, et sinon on essaiera une prochaine fois. Merci quand même d'avoir essayé de vous connecter. Ici, le changement climatique se voit clairement. Pour nous, le changement climatique, c'est des pluies, des inondations, des pluies fortes.
beaucoup d'inondations et les choses sont éparpillées. Donc, les moissons sont affectées, les récoltes sont amoindries. Les foyers n'ont pas de quoi se nourrir. Ce qui s'est passé en 2022, c'était le cyclone. Et après ce cyclone, nous avons eu des pluies abondantes. Ensuite, nous avons eu l'orage tropical Anna qui a démoli notre maison. Et ensuite, nous avons eu le cyclone Gombe qui a finalement détruit la maison que j'avais rebâtie. Dans ce village, les maisons ont été détruites et nous avons perdu tout ce que nous possédions. Les tombes où étaient enterrés nos parents et d'autres personnes ont été enlevées par les eaux. Nous avons perdu nos récoltes dans les champs, dans les jardins. Une partie de ces récoltes, c'était notre nourriture du quotidien. Nous avons dû vendre des choses, des vêtements, parce que nous n'avions plus rien. Ça s'est passé déjà en 2015, en 2019 et à présent à nouveau en 2022. L'eau, ici, c'est un grand problème parce que la plupart n'ont pas accès à de l'eau potable. Si on pouvait creuser un puits avec de l'eau propre, de l'eau potable, qui pourrait être relié à par tuyaux et venir jusqu'à nous, ça nous aiderait beaucoup. Je vois que mes enfants sont exposés à de grands risques. Ils dorment dans des lieux qui ne sont pas sécurisés. Ils souffrent du paludisme. Ils sont souvent mordus piqués par les moustiques. Il nous reste quelques mois avant les prochaines pluies. Et je ne sais pas ce que nous ferons si la pluie revient à nouveau. Voilà, ça permettait quand même de mettre des images et des récits sur cette question-là, des pertes et dommages et des conséquences que ça peut avoir. Je vois que c'est d'où on entend un peu de bruit qui vient de chez vous. Est-ce que vous pouvez parler? Est-ce que vous nous entendez ou est-ce que c'était juste un faux espoir? Bonjour, c'est Bonzona de la Mauritanie. Donc, Bonjour. On vous attend très bien, on vous a suivi avec beaucoup d'attention. J'ai fait un bon moment sans vous rejoindre, mais quand même l'intervention de mon frère, je l'ai bien écouté, c'est intéressant, voir des échanges dans des expériences, surtout pour l'Afrique qui est en voie de développement. C'est un pays qui est réellement un pays envahi par la désertification et les phénomènes du changement climatique. Toutefois que m'autorisez, je peux vous donner mon avis selon les expériences qu'on a fait en Mauritanie, qu'est-ce que ça a apporté, quels sont les problèmes, quelles sont les contraintes, etc. Peut-être une petite minute rapidement. D'accord. Donc, l'ONG Agir en faveur de l'environnement a été créée le 8 août 1995. On ne vous entend pas très bien. Je suis désolée. Et que l'ONG Agir en faveur de l'environnement a été créée le 8 août 1999. Son principe, c'est dans le cadre du changement climatique. Vous m'entendez? Oui, en fait, il y a beaucoup de bruit avec votre micro. Est-ce que vous pouvez plutôt écrire dans la discussion? Ça sera peut-être plus simple pour vous comprendre. Je suis désolée, on ne comprend pas très bien. Enfin, on vous entend mal, il y a beaucoup de bruit derrière. Comment? Il y a beaucoup de bruit derrière. Je vous invite à écrire dans la discussion si c'est possible. Merci. Ok, c'est possible. On va peut-être prendre d'autres questions en attendant, sachant que l'interprète doit partir à 16h. Donc déjà, un grand merci à elle d'avoir interprété cette IMAG en live. Et du coup, on avait plusieurs différentes questions. Donc attendez, je me repère. Des questions sur l'accès au financement qui ont été un peu répondues. Je ne sais pas si les intervenants veulent rebondir sur cette question-là ou sur ce qu'ils ont vu dans la discussion. Ça tournait beaucoup autour de l'accès au financement des petits acteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre aux organisations de la société civile de se renforcer pour participer à ces fonds? Peut-être que Aïssatou et Moumouni, vous avez des éléments là-dessus, des conseils?
Il y a des éléments peut-être de réponse que j'ai déjà donnés dans le chat. Je pense qu'il y a pas mal d'organisations qui font pas mal de renforcement de capacités, etc. Donc, je pense qu'il faut être un peu dans le domaine, on va dire, et puis être un peu comme ce qu'on fait là avec la Climate Change, et d'être un peu au courant de ce qui se passe autour, se rapprocher également du ministère de l'Environnement du pays, parce que dans le cadre des programmes de préparation de certains pays, il y a également des volets renforcement de capacité. Il y a également pas mal d'organisations comme Oxfam, même comme la banque, etc., qui le font. Donc, il faut se rapprocher, je pense, de ces types d'organisations-là. Et voilà. Moumouni, Merci. vous voulez peut-être compléter? Merci Aïssatou. Oui, je suis vraiment d'accord avec Aïssatou. Il faut renforcer davantage les capacités des acteurs locaux, des organisations de la société civile, notamment sur la mobilisation des ressources climatiques, ce que nous faisons déjà en partenariat avec le Fonds vert climat au Burkina. Voilà, nous avons appuyé l'organisation du dialogue structuré national, le 4e dialogue structuré national du Fonds vert climat, qui a eu lieu en fin mars et qui a permis de renforcer le portefeuille de projets à financer par le Burkina Faso. Nous envisageons de continuer la collaboration, par exemple, pour former des acteurs locaux sur le canevas du Fonds vert climat. Donc, il faut renforcer les capacités. Il faut aussi continuer le plaidoyer avec les États. Parce que en la matière, il y a un problème de localisation de l'action climatique. Lorsque vous voulez, par exemple, faire une étude aujourd'hui pour savoir dans quelle mesure les communautés à la base reçoivent réellement les financements climatiques, vous verrez qu'il y a un problème de traçabilité. Comment les ressources quittent peut-être du niveau central vers le niveau local. À un moment donné, vous n'arrivez pas vraiment à tout retracer. Donc, il y a cela aussi qu'il faut peut-être faire le plaidoyer avec les États pour que l'État puisse renforcer cela. Particulièrement sur les petits préjudices, de mon point de vue, il ne faut pas vraiment opter, il ne faut pas aller sous l'angle comme modalité, il ne faut pas aller comme sous la forme de subvention. Il ne faudrait pas vraiment aller sous cette base-là où les acteurs viendront compétir avec des dossiers pour pouvoir. Si on le fait comme ça, on va biaiser ou on n'aura pas, en tout cas, on ne répondra pas aux véritables problèmes liés au perte. Il faut aller sous l'angle de la réparation. Peut-être mettre en place un mécanisme au niveau local, au niveau de la base, qui, lorsque le sinistre arrive de façon immédiate et rapide, évalue les pertes que les communautés ont subies et le mécanisme de réparation est mis en œuvre. Voilà. Donc, c'est entre autres des réflexions, peut-être qu'on pourra les approfondir. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'au Burkina, nous sommes en train d'envisager une conférence nationale consultative en juin avec plusieurs acteurs pour voir dans quelle mesure on peut influencer les futurs mécanismes sous l'angle de l'accessibilité ou sous l'angle aussi de la transparence vis-à-vis des communautés. Merci. Merci Moumouni pour votre réponse. Il y avait une question dans la discussion de Charlotte Cosset de RFI sur la perception des blocages de certains acteurs. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour poser votre question et nous dire à qui vous adressez cette question, ou si c'est pour tout le monde? N'hésitez pas à allumer votre micro, Charlotte, si vous êtes encore là. Pas de micro, ok. Je vais relire la question plus en entier du coup. Donc la question c'était comment les acteurs sur le continent africain perçoivent les blocages de certains acteurs tels que la Chine dans la mise en place et l'accès à ce futur fonds. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Allez-y. Désolée, j'étais déjà en train d'écrire, donc je vais laisser peut-être les autres répondre. J'ai déjà mis ma réponse dans le chat. Merci. Ok, Moumouni, Mélène, Boris. Je n'ai pas très bien cerné la question, mais si c'est de savoir qui sont les acteurs qui bloquent peut-être la mise en œuvre ou en tout cas l'évolution des discussions, il faut dire que ce n'est pas seulement la Chine et peut-être les autres pays émergents comme l'Arabie Saoudite ou autres. Il faut aussi prendre en compte les pays développés parce que l'idée même de prendre pour base ou prendre pour principe la réparation comme modalité
n'est pas accepté par tous les acteurs. Par exemple, les pays développés n'acceptent pas qu'on parle de réparation, parce que lorsqu'on parle de réparation, il y a une question de responsabilité juridique qui est derrière. Et donc, vous voyez, c'est aussi un point de crispation que tous les pays ne partagent pas, par exemple. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais si c'est un peu dans ce sens, je pense qu'il y a encore des efforts à faire à plusieurs niveaux et aussi de ne pas occulter les principes de base que les pays se sont déjà convenus, notamment le principe pollueur-payeur. Il ne faut pas perdre ça de vue. Il faut vraiment que tout soit orienté sur ces éléments-là comme éléments centraux. Oui, bah, je crois que c'est ce que Aïssatou avait un petit peu répondu. Enfin, elle a mentionné le principe pollueur-payeur et que du coup, forcément, ce type de blocage n'est pas forcément très bien perçu par les personnes qui subissent les pertes et dommages sans en avoir été à l'origine. Je regarde s'il y a d'autres questions. En attendant, n'hésitez pas s'il y a d'autres réactions ou des compléments. On peut prendre les questions en anglais, mais il faudra juste qu'on traduise. Peut-être répondre. You can ask your questions in English too in the chat and we'll try to translate it. And we still have interpretation, so we can take the questions now. Alors, s'il y a des questions en anglais, on peut également les prendre, on va les traduire, dit l'interprète. J'essaie de regarder si on a encore des questions dans la discussion. Une question un peu pour vous toutes et tous, pour tous les intervenants, de savoir quelles sont les prochaines étapes prioritaires pour avant la COP et peut-être qu'est-ce qu'il faudrait faire si on voulait que ça avance aussi vite qu'il le faudrait. Je ne sais pas qui veut commencer. Alors, je peux commencer. S'agissant des étapes prioritaires, on l'a un peu rappelé, il y a plusieurs rendez-vous, à commencer par celui du comité de transition qui est chargé de travailler pour dégager des recommandations, pour préciser un peu comment ce fonds-là va fonctionner, comment il sera structuré, comment il sera gouverné et les modalités d'accès donc, du fonds. Donc, il y a déjà les étapes, les réunions de travail qui sont prévues pour ce comité de transition-là. Le deuxième rendez-vous majeur qu'on peut évoquer, c'est le sommet de Paris sur le nouveau pacte financier qui avait été annoncé par le président Macron et donc qui sera aussi un cadre pour discuter des nouveaux moyens de financement de la lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est un rendez-vous à suivre de très près. Et un autre également, ça sera le dialogue de Glasgow qui se mettra en place aussi à partir de juin. Donc, il y a un rendez-vous important. Donc, l'essentiel des rendez-vous, en tout cas, moi, je les situe à proprement parler à partir du mois de juin jusqu'à la COP28. Et enfin, il y a aussi l'intercession de Bonn qui sera le cadre officiel par excellence des discussions. Si je peux juste compléter, effectivement, comme le dit Mélène, la plupart des pays africains sont invités lors de ces événements-là. Donc, je pense qu'il faut que les pays soient préparés, qu'ils soient préparés, qu'ils sachent ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de ce fonds-là, que ça ne soit pas juste l'aspect financier qui prime, parce que je sais que c'était ce qui était plus important à chaque fois lorsqu'on parle de fonds, mais il faut également avoir tout ce qu'il y a derrière, parce que si on met en place un fonds qui a des ressources comme pour le Fonds vert pour le climat, mais qu'on n'arrive pas à y accéder, c'est une problématique. Donc, il faut essayer, dans les négociations, il faut essayer de savoir ce qu'on veut, comment on le veut, et puis essayer de diriger les négociations vers ces aspects-là. Donc, c'est ce que je disais avant, qu'on ait déjà des preuves tangibles des problématiques de pertes et préjudices, qu'on puisse dire voilà les pertes et c'est dû à ça scientifiquement, qu'on puisse le présenter comme ça, on sait que on ne parle pas dans le vide et que tout ce qui nous intéresse, c'est pas seulement avoir des ressources financières, etc. Et que
et que si on nous les donne, on ne saura pas quoi faire avec. Parce que, comme le disait un des participants, pour certaines structures, il y a même un problème d'absorption des ressources financières qui leur sont données. Donc, tout ça, ça fait qu'on se dit, mais les pays vont se dire, on leur donne encore de l'argent, mais pour faire quoi? Faut que les pays aussi se préparent en amont et préparent sérieusement ces rendez-vous-là. Merci. Merci. Je ne sais pas si Ok. Boris Oui, Momouni peut... oui, Ok. D'abord Boris, ensuite j'aimerais Momouni. Allez-y. pour ajouter à ce que vient de dire Issatou. J'espère que les États africains n'iront pas chacun de son côté, c'est-à-dire en rang dispersé. Les mêmes idéaux, c'est-à-dire en termes de formulation des besoins, qui soient unanimes, qui parlent d'une même voix. Peut-être d'abord au niveau sous-régional, on dit peut-être Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Afrique centrale, c'est-à-dire qu'ils se mettent d'abord en groupe, qu'ils identifient les besoins vraiment spécifiques à leur milieu commun et peut-être de se retrouver en fait d'étalonner ses besoins sur le plan continental avant de faire face aux grandes rencontres mondiales qui décideront finalement des modalités liées au fond des pertes et préjudices. Donc c'était un peu ça. C'est très pertinent, effectivement. Moumouni, vous vouliez rajouter quelque chose Oui, là-dessus? oui. Je voudrais vraiment appuyer ce que mes prédécesseurs ont dit. Et surtout, il ne faudrait pas attendre à la COP pour vouloir influencer les choses parce que tout commence dès maintenant, surtout qu'on a besoin de la session d'intention de Dubon. Il faut vraiment que les acteurs se préparent pour influencer l'agenda, puisque l'agenda de la COP28, c'est vraiment à cette occasion qu'on a plus ou moins une certaine idée sur ce qui sera discuté à la COP28. Donc, vraiment, c'est déjà de travailler dans ce sens. Je sais qu'au niveau de la Confédération d'Oxfam, nous sommes en train de travailler déjà notre stratégie d'influence de la session du Bonn. Les acteurs se sont mobilisés beaucoup l'année dernière. Il faut toujours continuer l'influence et la pression. Et de notre côté, nous comptons aussi lancer une campagne, par exemple, une campagne mondiale sur le principe du pollueur-payeur. Et en Afrique de l'Ouest, il y a une campagne qui va concerner le Burkina, le Niger, le Mali et le Sénégal, voilà, sur le financement climatique. Donc, il faut aussi renforcer euh, la capacité des activistes à pouvoir vraiment porter la voix, parce que très souvent, les décideurs aussi sont sensibles à ce que disent des acteurs à la base, des jeunes, des communautés ou autres. Donc, il faut vraiment être vigilant et travailler vraiment influencer l'agenda avant la COP. Merci. Bonjour. Moi, je voudrais seulement poser, j'ai envoyé beaucoup de questions qui ont resté sans réponse. Et nous, pour qu'on puisse profiter de votre présence, de vos expériences, nous devrons réellement réagir avec vous comme tous les autres collègues. Donc, allez-y, vous pouvez poser votre question. je voudrais savoir, parce qu'en Mauritanie, par exemple, il y a des organisations internationales comme Oxfam et autres, mais ces organisations devront impliquer avec eux les organisations nationales pour en profiter de leur expérience et réellement faire un travail concret sur le terrain. Et s'il y a un audit réellement sincère et fidèle, quand il fait des audits au niveau de ce qu'ils ont fait comme projet, vous trouverez que les résultats négatifs. Donc, de ce fait, il faut que les choses se mettent dans l'ordre, il faut que la société civile doit être impliquée. Et ça demande une pression de votre part, vous les bailleurs et les partenaires, pour que les pays et les organisations internationales mettent en place leur expérience au niveau des organisations nationales. Parce que nous, on ne peut pas toujours avoir des fonds énormes et puis enfin, il n'y a pas de résultat. Il n'y a que la pauvreté, il n'y a que les phénomènes de changement climatique, etc. Donc ça, je voudrais que s'il y a une solution de votre part, une recommandation autre, je voudrais que vous essayiez un peu de mettre les choses dans l'ordre. Et je vous remercie. Merci. Oui, c'est des très bonnes remarques. Allez-y, Moumouni. Oui, je vois que Oxfam a été cité comme. Peut-être ce qu'il faut dire, c'est que au niveau d'Oxfam, nous sommes dans un processus de restructuration. Je sais que nous quittons des plateformes régionaux. Nous sommes en train d'aller maintenant vers
Oxfam en Afrique. Donc, je sais que pour le bureau en Mauritanie, nous sommes en transition. Bientôt, le bureau sera fermé en Mauritanie. Donc, c'est vraiment une période de transition. Et donc, du coup, nous sommes en train C'est mieux qu'il soit fermé, ça n'a pas de résultat. Maintenant, peut-être ce que je peux suggérer comme piste de réflexion, c'est vraiment de travailler avec, vraiment de ne pas occulter les groupes de négociateurs. Ouais, il y a le groupe Afrique, il y a le groupe des PMA et autres, tous les pays y sont. Maintenant, il faut qu'au niveau de chaque pays, la société civile s'organise et essaie aussi d'influencer les États. Parce que même les États, très souvent, notamment les pays africains, quand ils envoient les délégués à la COP, très souvent, ils n'ont pas forcément les capacités pour pouvoir vraiment répondre à tous les enjeux. Donc, il faut qu'au niveau local aussi, il y ait une pression de la société civile, une organisation de la société civile, pour vraiment faire davantage de pression sur le gouvernement à mieux organiser la délégation qui ira à la COP, à mieux les préparer et autres. Je suis parfaitement d'accord, il faut vraiment un travail d'organisation entre acteurs de la société civile, sans quoi le gouvernement ne bouge pas. Ça, c'est l'expérience que nous avons. Et vous, en tant qu'acteur local, c'est à vous aussi de voir dans quelle mesure vous pouvez aussi vous allier avec d'autres acteurs, comme faire des alliances avec d'autres acteurs, créer des réseaux, créer vraiment des plateformes pour pouvoir aller dans ce sens-là. Merci. Merci à tous et toutes pour votre participation dans la discussion. Il y a beaucoup de messages très, très intéressants. On n'a pas le temps de tout reprendre et de tout lire parce que c'est presque fini. Il nous reste que 2 minutes. Mais merci beaucoup en tout cas. On va faire, si ça vous dérange pas, si ça vous dit, une petite photo collective. Si jamais vous pouvez allumer vos caméras, si votre connexion vous le permet, pour qu'on puisse prendre la photo. Et ensuite, on passera à la conclusion avec les prochains événements. Mais on se retrouvera bientôt. On pourra continuer la discussion par email. On vous projettera une slide avec le contact de tout le monde et vous le recevrez aussi par mail. Voilà, alors, est-ce qu'on est prêt chez nous pour la photo? Souriez. Je vais faire un décompte. Je vous dis quand on est prêt. Ok, alors 1, 2, 3. Ok, je pense que c'est bon. Je vais conclure. On va aussi vous montrer une slide, comme je disais, pendant ce temps-là, avec les contacts de tout le monde, mais vous pouvez nous écrire à association@climatechange.org s'il vous reste des questions pour poursuivre ces discussions-là et vous rendre sur notre site web pour trouver des ressources qu'on a mentionnées pendant cette IMAG. Encore merci à tous les intervenants et aussi à tous et toutes pour votre participation dans la discussion. C'était très agréable de vous voir tous participer. Pour information, de notre côté, on participera à un side event organisé en ligne par la FAO dans le cadre du Forum de la jeunesse de l'EcoSoc de New York le 25 avril. On peut vous mettre plus d'informations dans la discussion à ce sujet-là. C'est au sujet de climatons qui ont été réalisés dans 3 différentes villes d'Afrique avec les étudiants, les collectivités territoriales. C'est une méthode qui est assez intéressante. Pour celles et ceux qui sont basés en Europe et en France, le mardi 23 mai prochain, on sera présent aux Assises européennes de la transition énergétique et on animera un atelier sur la résilience des territoires, villes et régions notamment. Et on se retrouvera prochainement sur le plateau de l'IMAG le jeudi 25 mai pour parler de mobilité et transport durable autour des questions sur les électromobilités. Est-ce qu'elles sont adaptées au contexte africain et comment les rendre plus accessibles et inclusives? Et donc, on tentera de s'interroger autour de cette thématique-là le mois prochain. Les inscriptions, elles sont déjà ouvertes. Je vais vous envoyer le lien. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à vous inscrire. Et on organisera aussi un autre webinaire pour l'EU Green Week. On vous partagera les informations lorsqu'on en aura plus et quand on ouvrira les inscriptions. Voilà. On va peut-être pouvoir vous projeter la slide. Je pense qu'on peut passer à la slide de contact.
pour montrer les différents contacts si jamais vous souhaitez poursuivre les discussions avec les intervenants qui étaient là aujourd'hui. Vous pouvez aussi nous écrire. Et merci encore à tous et à toutes. On a dépassé de 2 minutes. Donc, on va vous dire au revoir, je pense. Merci encore à tout le monde et à l'interprète. Et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Ok, obrigado. À bientôt. Au revoir. Obrigado a todos. Merci, Tchau, à tchau. bientôt. Merci, 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 merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci. Merci, merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.